Bonjour, on peut commencer maintenant. Il y aura sûrement des gens qui continueront à nous rejoindre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout d'abord, nous vous souhaitons une bonne et merveilleuse année 2023. Que cette nouvelle année soit pleine de succès, de bonheur et de joie et tout ce que vous désirez. Je vous remercie également pour votre participation à ce webinaire. Et avant d'enchaîner notre discussion sur le sujet de ce webinaire qui est le Master Exécutif Stratégie des Smart Cities en Afrique, je débute par une petite présentation sur l'Executive Education Sciences et Technologies. Peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas encore une idée claire sur cette entité. Alors, celle-ci, c'est une direction au sein de l'UM6P qui ambitionne de soutenir la position du Maroc dans les domaines de la science et de la technologie. Nos programmes sont axés sur la pratique et permettent ainsi aux participants d'appliquer concrètement de nouvelles connaissances dans leur milieu de travail tout en étant plus performants. Alors, sans plus tarder, ils continueront bien sûr des personnes à nous rejoindre. Donc, ce webinaire qui est autour du Master Exécutif Stratégie des Smart Cities en Afrique est lancé par le Center of Urban Systems, Centre des systèmes urbains, en coordination avec African Cities Lab, Laboratoire des villes africains de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL. Comme vous savez tous, la Smart City est un projet de développement des territoires, bien sûr, alliant économie et écologie, qui consiste à offrir une vie plus agréable et de nouveaux services aux citoyens. Donc, ce secteur, comme vous savez, il est en plein développement au Maroc comme en Afrique et a besoin vraiment de professionnels qui sont vraiment compétents et formés dans ce domaine. Donc, nous allons essayer d'aborder dans ce webinaire le maximum de points durant le temps que nous aurons ensemble. Vous pouvez bien évidemment poser vos questions sur le chat, comme ça, mais en tout cas, on aura une session bien sûr réservée aux questions-réponses pour échanger avec vous les points que vous voudrez éclaircir. Sans plus tarder, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur Jérôme Chénal, directeur du Center of Urban Systems, Centre des systèmes urbains et de EPFL, c'est-à-dire école si je Polytechnique. me trompe, Polytechnique fédérale, effectivement, et, euh, et également directeur du Master Executive Stratégie des Smart Cities en Afrique, qui va nous présenter une vue globale sur ce programme de formation, à savoir ses objectifs, les modules et leur contenu, etc. Et nous avons aussi avec nous aujourd'hui Monsieur Stéphane, qui est coordinateur du Master Stratégie des Smart Cities en Afrique, et également Monsieur Reda Azmi, chercheur postdoc au Center of Urban Systems, et également Monsieur Bachir Diop, qui est chercheur postdoc également au Center of Urban Systems, qui peuvent intervenir à tout moment pour répondre à toutes vos questions. Sans plus tarder, je cède maintenant la parole à Monsieur Jérôme Chénal. Monsieur Jérôme, bonjour. Merci beaucoup. Très belle année à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai un petit peu des grésillements dans le casque, donc j'espère que vous ne les entendez pas. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Jérôme Chenal. J'ai plusieurs casquettes et une est professeur affilié à l'université Mohamed VI Polytechnique. Et avec, comme vous l'avez cité, avec mes collègues, nous sommes en train de développer un nouveau centre, un jeune centre, qui est le Center of Urban Systems. L'idée là derrière, c'est qu'effectivement, traditionnellement, quand on parle d'urbanisme, on parle de plan d'urbanisme, on parle de dessin, d'espace public, de choses comme ça, mais il y a tout ce qui ne relève pas de ces dessins et tout ce qui est finalement des réseaux, des flux, et qui, il y a très longtemps, s'appelait le génie urbain. C'était l'ingénieur en urbanisme qui est tombé un petit peu en désuétude maintenant et qu'on a complètement
perdu et qui nous semble important de remettre au centre du dispositif, notamment par rapport à tout ce qui est aujourd'hui digital et smart. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des gens qui comprennent ce qu'on est en train de faire dans ces villes. De plus en plus, on parle de digital, de numérique, de smart, de green, de tout ce que vous voulez, de résilience, de vulnérabilité. Tous ces mots sont très à la mode. On a des projets comme ça dans à peu près les 54 États d'Afrique. Je pense que chaque pays a au moins un projet de Smart City. Mais au-delà de ces incantations, nous, ce qui nous intéresse véritablement, c'est de comprendre et de voir ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut véritablement passer d'une ville, entre guillemets, normale à une ville qui serait smart. Alors, avant ça, peut-être, et vous l'avez commencé, on a un grand projet qui s'appelle l'African Cities Lab, qui est une plateforme numérique où on met des cours en ligne. Et dans le cadre de ce projet, l'African Cities Lab, que l'on porte entre les PFL en Suisse, avec l'UM6P, avec l'Université de Carthage en Tunisie, avec University of Rwanda, avec Seme City au Bénin, avec KenUST au Ghana et avec Cape Town University en Afrique du Sud. J'espère que je n'ai oublié personne. Voilà, c'est un projet avec des grandes universités africaines qui a pour objectif de développer du matériel pédagogique sur les questions urbaines. Et dans ce cadre-là, avec le bailleur, qui est un bailleur suisse, qui est le secrétariat à l'économie suisse, il nous semblait important de développer des filières de master exécutif. Et l'idée était non pas de développer ces filières avec ou depuis la Suisse avec les PFL, mais que ce soit l'un ou l'autre partenaire du projet qui développe en fonction des besoins véritables du contexte dans lequel il est. Il y a des besoins en Smart City partout, mais ce qui nous semblait important, c'était véritablement d'avoir que les gens qui vont développer ces filières exécutives soient les gens qui sont directement appelés à travailler dans ces contextes et ont une compréhension fine des contextes, puisque on va véritablement être sur des questions de stratégie et en fonction des contextes, la stratégie sera tout à fait différente. Le langage Python est le même pour tous sur la planète, mais son application dans des usages n'est pas le même et a des liens avec la société qui vit dans les différentes villes. Et c'est très important pour nous, et c'est sans doute un point de départ, que nous soyons très contextualisés. Il y a des choses qui se font à Lausanne qui ne seront pas les mêmes qu'à Marrakech ou Ben Guerir, qui ne seront pas les mêmes qu'à Cape Town University, qui ne seront pas les mêmes qu'à New York ou à Tokyo. L'idée n'est pas de dire c'est mieux, c'est moins bien, c'est juste qu'on a des grandes différences et on veut travailler sur ces questions-là. Donc le contexte est très important. Et puis là aussi, la première idée, c'était véritablement de pouvoir un petit peu commencer à comprendre. Alors bien sûr, en formant pendant une année des gens, on ne va pas former des ingénieurs qui seront à même de coder les différents flux et les différentes recherches et les différentes applications. Par contre, ce que nous, on veut, et je pense que ça, c'est l'objectif principal, c'est que les gens aient une compréhension, une fois qu'ils sortent de ce master, pour prendre les bonnes décisions et faire les bons choix. Faire les bons choix technologiques, faire les bons choix en termes d'énergie, faire les bons choix en termes d'usage. Donc, il n'y a pas de prérequis ou disons, il n'y a pas d'idée préconçue plutôt sur qu'est-ce qu'une Smart City. Le but, c'est véritablement de décrypter ensemble pendant une année tous les sujets qui traitent de près ou de loin à la Smart City. Alors, bien sûr, on va parler d'applications, bien sûr, on fera le tour, puisque souvent, et en termes de mobilité notamment, les gens sont assez passionnés par tout ce qu'on peut faire avec un smartphone, la mobilité. Donc, bien sûr,
on ira au cœur même de ces dispositifs, mais ce qui nous intéresse, c'est de les comprendre. C'est de les mettre en critique, dans le sens critique qui peut être une bonne ou une mauvaise critique, hein, c'est juste d'avoir un véritable regard à un moment donné sur ce qu'on va faire. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, c'est de toujours remettre en critique ce qu'on va essayer de comprendre. Donc le but pour nous est véritablement, à travers les modules qu'on va pouvoir, j'ouvre mes modules en même temps que je vous parle pour vous donner les exemples, mais effectivement, l'idée pour nous est de pouvoir finalement comprendre le contexte de mise en place et puis de former des gens véritablement qui seront, à un moment donné, des gens qui seront appelés à prendre des décisions pour la Smart City. Donc, il n'y a pas d'angélisme de dire c'est bien, on va vous vendre. Nous, on ne vend rien du tout. Il n'y a pas de technologie là derrière. Pour le petit rappel quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, la Smart City, elle est née chez IBM qui cherchait un concept pour vendre des ordinateurs. Voilà. Donc, à la base, l'idée même de la Smart City était une version commerciale pour dire on va équiper toutes ces villes d'ordinateurs et on vendra des ordinateurs. Un bel exemple historique qui a été fait il y a beaucoup plus de temps avec les cartes et les guides Michelin. Alors peut-être c'est un peu moins connu, mais en général, on utilisait Michelin qui faisait des pneus a un jour inventé les cartes et les guides pour aller visiter la France à la base. Bon, on pourrait se poser la question de dire quel lien entre un guide Michelin et mettre des étoiles dans des restaurants et des hôtels et des guides touristiques et des pneus. Simplement que en faisant des guides touristiques, on invitait les gens à faire du tourisme et à utiliser leur voiture pour aller faire du tourisme et donc à user les pneus. Et donc ça, c'est un des premiers éléments extrêmement importants à comprendre, c'est qu'il y a toujours derrière ces grands concepts un concept commercial. Et Michelin, qui aujourd'hui, encore aujourd'hui, distribue des étoiles aux hôtels, eh bien, le début de l'histoire, et peut-être que Michelin maintenant n'a plus besoin de faire en sorte que les gens usent leurs pneus, mais il y a toujours cette idée-là. Et derrière la Smart City, c'est IBM et c'est les grands groupes qui voulaient vendre des ordinateurs. Alors, on était sur du hardware tout au début et maintenant, on serait plutôt sur du soft avec les GAFAM qui, et Google en tête sans doute, puisque vous connaissez tout aussi bien que moi Google Maps et les autres applications qui, en temps réel, et ça je vais prendre un exemple sur les questions de mobilité notamment, qui en temps réel permettent d'avoir une vision du trafic. Alors imaginez les milliards de données qui sont accumulées. Imaginez qu'aujourd'hui, quand je me déplace à Marrakech ou Casablanca, si le chauffeur de taxi ne sait pas vraiment où se trouve l'adresse que je lui donne, eh bien moi, je vérifie directement sur mon smartphone. Lui fait exactement la même chose. Et donc, on a des milliers, voire des milliards de données qui sont générées comme ça. L'idée là derrière, c'est de dire qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça. De nouveau, le but n'est pas de dire c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Le but pour nous est de dire c'est un fait, la numérisation, la digitalisation, qu'on le veuille ou non, et ça sur l'ensemble du continent africain, il faut quand même, je fais une petite parenthèse, il faut quand même savoir qu'il y a le taux de pénétration de la téléphonie mobile dans certains pays qui est à plus de 100%. Ça veut dire que les gens ont plus qu'un téléphone et ont plus qu'un numéro de téléphone. Et donc, c'est un usage qui peut varier en fonction du statut socio-économique. Hein. On a dans certains contextes le bipage où celui qui n'a plus de crédit fait juste un petit bip et celui qui a le crédit le rappelle. C'est des pratiques qui se sont développées, c'est des pratiques sans doute anecdotiques par rapport à ce qu'on imagine de la Smart City, mais ça veut dire qu'il y a un usage intensif du numérique. Et ça, c'est un des
premiers éléments extrêmement importants, c'est que sur le continent africain et sur l'ensemble du continent, contrairement à ce que l'on croit, on a un usage beaucoup plus intensif du numérique qu'en Europe, par exemple. Ça, c'est très clair. Sauf que si on regarde les statistiques en fonction de quelles statistiques j'utilise, eh bien, on va être plutôt défini en termes de manque, en disant il n'y a pas suffisamment d'électricité, il n'y a pas suffisamment de bandes passantes, il y a pas... Mais si je prends le taux de pénétration et l'utilisation de Facebook, de WhatsApp et de la téléphonie mobile, si je prends l'usage important du e-banking via la téléphonie mobile, eh bien, on a une pratique qui est beaucoup plus importante. Et donc, si on considère que toutes ces choses sont déjà de la Smart City, puisque finalement, c'est des gens et c'est des usages du numérique, eh bien, on est dans des cas où cette Smart City existe depuis très, très longtemps. Alors là aussi, ça fait toujours un petit peu bizarre quand on dit que la Smart City, elle existe déjà sur le continent africain. Pourquoi? Parce que les gens ont eu un usage important du numérique, mais aussi et surtout parce que si l'on prend Smart non pas comme équivalent uniquement de digital ou numérique, mais dans sa traduction d'un système intelligent qui permettrait de rendre des activités plus efficaces, eh bien, il y a beaucoup de ces systèmes qui sont déjà mis en place depuis très longtemps, et notamment, si je prends en Afrique subsaharienne, tout ce qu'on a nommé comme informel, eh bien, il n'a rien d'informel puisque c'est une structuration de la société qui permet de rendre des choses efficaces. Alors, elle échappe au contrôle de l'État, on est d'accord, mais ce qui n'empêche pas que ça existe. Alors, c'est ce genre de choses qui nous paraît important aujourd'hui, c'est de commencer par ça, c'est de comprendre, on ne va pas aller acheter à Zurich ou à New York ce qu'ils ont mis en place pour leur propre ville pour dire ça c'est une solution, j'en sais rien, peut-être que c'est une solution pour Zurich, mais ce qui nous intéresse, c'est de reprendre les éléments et de reconstruire à partir d'un contexte, c'est-à-dire qu'on va comme ça commencer à s'interroger sur qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce que l'on prend, et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit un peu plus efficace que ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est tout. Et pour ça, ça veut dire que ça demande une connaissance et une compréhension assez importante pour les participants pour qu'on puisse s'assurer comme ça de pouvoir ensuite être capable de prendre les bonnes décisions. Le cours pour nous et le master n'est pas de dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien, c'est qu'à la fin du master, les gens qui l'ont suivi soient capables de prendre les meilleures décisions dans le contexte dans lequel ils sont. Voilà. Et pour cela, on va devoir développer l'ensemble d'un dispositif qui sera en 8 modules, qui va porter sur quasiment une année. Et puis, avec premier module, je vais les passer en revue sans doute les uns après les autres, avec un premier module, bien sûr, classiquement d'introduction, où on va quand même voir ce qu'est une Smart City, qui sont les acteurs, quels sont les challenges là derrière. On a des challenges qui sont des challenges démocratiques, par exemple. On l'a vu, et je vais prendre des exemples français. On a soupçonné des hackers russes. Alors de nouveau, hein, c'est ce qu'on lit dans la presse. Je n'ai rien d'autre de plus que ce que j'ai lu dans la presse, mais on a soupçonné tout d'un coup des hackers d'avoir un petit peu utilisé à bon ou mauvais escient et dirigé l'élection française. On a eu les mêmes soupçons avec l'élection de Trump aux États-Unis. Donc ça veut dire que d'un côté, le développement des réseaux du numérique c'est une capacité incroyable de liberté d'expression et
dans certains contextes, on voit que ça a bouleversé carrément des pays. Dans d'autres contextes, on voit que le revers de la médaille, c'est qu'il peut se passer exactement et strictement l'inverse. De nouveau, notre but n'est pas de donner les bonnes notes et les mauvaises notes. On s'en fout. On veut juste comprendre et analyser finalement quels sont les challenges qu'il y a derrière l'introduction de ces smart cities. Et le challenge, il est à la fois démocratique, il est à la fois environnemental, il est énergétique. Forcément, si en fin de compte, tout ce qu'on met et tout ce qui semble rendre efficace une ville devient plus énergivore que la ville d'avant, on peut se poser la question véritablement si le jeu en vaut la chandelle. Et donc, là aussi, il faudra comprendre, et quand on dit l'énergie ou l'environnement, il faut savoir que vous êtes en principe tous devant un écran, que cet écran est composé de terres rares, et ces terres rares, elles sont au Congo, elles sont en Chine, et que l'utilisation massive des tablettes et des écrans redimensionne et redistribue les cartes au niveau international. Il y a une nouvelle géostratégie qui s'est mise en place depuis qu'on fait des batteries au lithium. Hein. Avant, le lithium, personne ne s'intéressait. Maintenant, on se rend compte qu'il y a quelques grands pays qui ont du lithium, mais tout le monde n'en a pas. Et donc, il y a de nouveau une nouvelle géographie qui se remet en place par rapport à ça. Et donc, c'est ce genre de choses qu'il faut comprendre aussi. Hein, si je décrète aujourd'hui que je veux que des écrans partout, eh bien, il y a des questions qui vont se poser, il y a des questions de disponibilité d'un certain nombre de matériaux, et il y a tout un courant aujourd'hui qui travaille sur une smart qui serait beaucoup plus, encore plus smart, puisque elle pourrait, elle serait pas l'empreinte sur l'environnement et sur l'énergie serait beaucoup plus petite que ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, donc c'est des choses qu'on va véritablement devoir discuter sur les questions de développement durable. Ça, c'est l'introduction. Ensuite, un module 2 qui s'appelle Urban Tech, où on va commencer à voir tout ce qui est robotique, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est des technologies avancées, tout ce qui est intelligence artificielle, intégration des applications, le machine learning, le blockchain, les crypto-monnaies, ce genre de choses. Donc, pour certains, c'est un vocabulaire assez facile. Pour d'autres, c'est un peu du barbare pour l'instant, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, on va entrer. Mais il faut savoir effectivement à quoi peut servir une intelligence artificielle, à quoi peut servir le blockchain dans le dispositif de la Smart City. Donc, on va décrypter comme ça toutes ces choses un peu barbares parfois, l'utilisation des robots, l'utilisation des drones, et on va commencer à comprendre véritablement à quoi ça sert. Troisième module, les challenges urbains. Alors, bien sûr, j'ai un petit peu défloré, on a parfois un petit overlap, hein, on va parler des grands challenges dans l'introduction, mais on aura un module qui sera spécialement fait là-dessus et sur les questions notamment de résilience de ces villes. C'est le maître mot aujourd'hui et je pense que depuis qu'on réfléchit en termes de résilience, donc de la capacité de la ville à refonctionner après un événement important, souvent désastreux, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, plus je me mets dans une dépendance technologique, high-tech, plus ma résilience diminue. Donc, on verra comment ce que finalement on devrait faire pour pouvoir continuer à faire en sorte que les villes soient extrêmement résilientes et que les réseaux soient robustes. On a des questions liées au challenge de l'agriculture urbaine et de la sécurité alimentaire en général. Donc, on s'intéresse pas à la sécurité alimentaire mondiale, mais à la sécurité alimentaire des habitants des villes et aussi à l'agriculture urbaine qui
fournit qu'une petite partie des besoins des villes. Donc, il y a là derrière des grands challenges. Il y a toute la question dans les grands challenges de l'open data. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les données qu'on a mis en place? Est-ce qu'on les ouvre pour la communauté des chercheurs qui nous aideront comme ça à être encore meilleurs et plus performants? Donc, on devra à un moment donné se poser la question de la gouvernance des données. Et ça, c'est quelque chose qui devient extrêmement important aussi, et notamment faire en sorte que les villes, mais souvent les États, restent indépendants par rapport à ces données. Et vous verrez, on refera, je ne reprends pas mon exemple de Google, mais c'est extrêmement important de s'assurer que finalement un pays, un État ou une ville qui veut sécuriser ce qu'elle est en train de faire, eh bien, comprenne toute la chaîne jusqu'à la question de la gouvernance, de à qui appartiennent les données, est-ce qu'on les laisse libres ou pas? Traditionnellement, dans la ville traditionnelle, celle non digitale, dès qu'on a une donnée, on la garde. Il n'y a que quelques-uns. Et donc, l'homme riche était celui qui possédait les données. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée. L'homme riche est celui qui les met à disposition. Et donc, ça pose des questions aussi de confidentialité. Donc, c'est des choses dont on va parler. À nouveau, là, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ce qu'on va être en train de discuter. Le but n'est pas de donner les bons points et les mauvais points. Le but est de comprendre les mécanismes qui sous-tendent à tout ça. Et donc, la question de la confidentialité, notamment, est extrêmement importante. On aura tout ce qui est de la digitalisation, l'Internet 5.0. Effectivement, on a de plus en plus cet appel à la digitalisation sans vraiment savoir ce que c'est. Tout le monde dit « Ah, il faut digitaliser à peu près tout et de voir et d'avoir une réflexion par rapport à ça paraît important pour justement pouvoir prendre les bonnes décisions. Et enfin, sur ce troisième module, il y aura toute la question du cadre de vie, puisque quelque part, un des challenges principaux, si ce n'est le principal challenge de tout ça, c'est l'amélioration du cadre de vie des habitants de la ville. Si, globalement, après la mise en place de ma stratégie et ensuite la mise en place de ma Smart City, je n'ai rien gagné du tout en cadre de vie, eh bien, ça remet en cause l'idée même et ça remet véritablement en cause l'idée même de cette Smart City. Donc, elle doit avoir cette utilité-là. J'ai un collègue qui me demande si je peux partager la liste que je suis en train de vous décrire. Je pense que si je ne suis pas sûr que je sois Oui, bien sûr. capable, Je vais arrêter le il faut me, partage. Oui, voilà, et il faut me mettre comme administrateur, je pense. Je dois être comme présentateur et pas comme participant. Je suis en participant pour l'instant. Je me suis mis en invité sur le webinaire. Ou est-ce que Stéphane ou El Bachir ou Rida, est-ce que vous pouvez, si vous êtes… Rida, je vois que tu es en… Si l'un de vous peut partager la liste et pendant ce temps, je continue avec mon quatrième module pendant qu'on règle cette petite question technique. On débute dans la Smart City, vous voyez, c'est tout est en point. OK. Prochain module, ce sera Urban Data et Analyse. Voilà, superbe, merci beaucoup. Alors, de nouveau, hein, vous verrez qu'au fur et à mesure des modules, on va se retrouver dans des choses que vous avez déjà sans doute entendues très souvent, qui peuvent être extrêmement
connu pour certains et tout à fait inconnu pour d'autres. Mais on va s'interroger au Big Urban Data. Bien sûr, la ville produit des quantités astronomiques de données qu'on doit comprendre et à notre niveau, je dirais, et au niveau de ce cours et de ce que ça va donner, l'idée, c'est qu'on comprenne. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons tester les données, mais on doit comprendre comment elles sont produites, à quoi elles servent. On va aussi s'interroger sur tout ce qui est crowdsourcing et participation citoyenne. Hein. On a les digital citizens avec des gens qui produisent eux-mêmes de la donnée. On aura tout ce qui est visualisation interactive, les modélisations 3D, comprendre également à quoi ça sert tout ça. Donc à la fois les données qui sont produites, à quoi elles servent et comment elles sont produites et une fois qu'on les a, à quoi elles peuvent servir. Et on va aussi parler bien sûr SIG ou GIS et Remote Sensing. On va commencer à comprendre toutes ces capacités qu'on a de faire de l'analyse spatiale notamment. Et puis ensuite, le stade suivant avec tout ce qui est GIS, c'est de partir sur l'intelligence artificielle et le GIS et de voir comment, qu'en couplant ça, on peut finalement amener de la compréhension, de la connaissance. La donnée, il faut être très clair, la donnée en tant que telle ne nous servira à rien du tout si on ne l'utilise pas à bon escient ensuite. Par contre, il faut qu'on s'assure d'où elle provient, la donnée, et comment est-ce qu'on la retire, et ensuite comment est-ce qu'on l'utilise. Le module 5, ce sera un cas d'étude. Donc là, on aura des gens, et ça peut-être je le dirai rapidement à la fin, mais c'est la seule obligation, c'est de venir faire une immersion et de visiter ce qu'on est en train de mettre en place à l'UM6P, de visiter ce qui s'est fait à gauche, à droite, entre Rabat et Casablanca, Marrakech, et Ben Guerir avec sa ville verte. Et donc, c'est véritablement de s'immerger dans un cas d'étude et de comprendre quels sont finalement, en visitant les différents systèmes et notamment tout ce qui tourne autour du campus de l'Université Mohamed VI, de voir effectivement quels sont les éléments de mise en place de cette Smart City. Module 6, ensuite, c'est les questions d'innovation, d'incubateur. Donc là, on veut véritablement passer de la recherche, de la donnée, de l'analyse des données à quelque chose de véritablement probant pour l'économie urbaine. Et puis, on va parler bien sûr de start-up, d'entrepreneuriat dans les smart cities. Mais là derrière, il y a la question des gestions intelligentes, à la fois de l'eau, des déchets, de l'assainissement, de l'éducation, de la santé, de la mobilité, du transport et tout ce qui est lié à l'économie, aux facteurs financiers et économiques de la Smart City. Donc ça, c'est important aussi, c'est de dire il y a une partie de compréhension, il y a une partie d'analyse, mais il y a une partie, je dirais, très d'implémentation. Et c'est à partir du module 6 qu'on comprend véritablement que le dispositif se met en place et qu'on comprend comment ce qu'on pourrait ensuite implémenter à travers les gestions intelligentes au pluriel, puisque ça va dans tous les domaines des services urbains et des infrastructures. Un module 7 où on va parler de gouvernance des acteurs et des standards. Effectivement, on va devoir à un moment donné s'intéresser à la gouvernance, non plus comme je le présentais tout à l'heure dans l'introduction sur une question critique par rapport à cette gouvernance ou par rapport aux données, mais on va devoir étendre ça sur la gouvernance globale de la ville et de voir finalement
comment est-ce qu'on met en place? Est-ce que, et ça, c'est une question que je vous pose, est-ce que la gouvernance d'une Smart City est la même que celle d'une ville, entre guillemets, classique? Est-ce que les questions foncières, cadastrales, tout ce qui est fiscalité, est-ce qu'elle est la même ou est-ce qu'on redéfinit ce genre de choses? Il y a tout ce qui est lié à la communication, au marketing par rapport à ces villes. Les acteurs, je viens d'en parler, et aussi véritablement tout ce qui est lié aux standards. Si chacun fait dans son coin ses propres standards, ça devient extrêmement difficile de pouvoir ensuite communiquer. Donc ça veut dire qu'il y a une question de standardisation qu'on doit comprendre aussi. Et puis, dernière partie de ce module, la gestion même de ces projets, puisque l'idée de ce master est de développer des stratégies et de pouvoir développer des projets de Smart City. Et donc, il faut voir aussi comment est-ce qu'on gère un projet et est-ce que finalement la gestion de projet est la même quand c'est une gestion de projet Smart City que gestion de projet entre guillemets classique. Et puis, dernier module, il y aura un travail de diplôme, un travail de master exécutif avec une rédaction, bien sûr, un stage, soit un stage en entreprise ou étude de cas, hein, en fonction aussi des participants. Et puis, ça débouche sur un travail qui est soutenu devant un jury et qui permet de sanctionner avec l'ensemble des autres modules, permet de sanctionner finalement et de donner un diplôme de master exécutif. Voilà, rapidement brossé, tous ces modules, juste, la formation sera donnée à Rabat, en présentiel, mais, et ça c'est la chose à laquelle je tiens le plus, pour ceux qui veulent suivre depuis n'importe où dans le monde, et majoritairement sans doute depuis le continent africain, chaque module qui sera donné en présentiel à Rabat sera filmé et sera mis dans un directory où on pourra suivre totalement 100% en ligne avec une seule exception qui est le cas d'études qui permettra finalement de faire le voyage d'études à l'université, quel que soit l'endroit où vous serez dans le monde. Ça veut dire qu'il y aura une semaine, un module où il faudra venir au Maroc et ça, c'est la condition sine qua non pour que ça puisse se faire à quasiment 100% en ligne. Tout le reste, vous pouvez être à Rabat et venir vous déplacer. Vous pouvez être à Rabat et vouloir rester à la maison et faire ça tranquillement pendant la semaine, ou vous suivrez les vidéos qui auront été filmées. Donc, on a vraiment un système où on garde le présentiel parce qu'on croit beaucoup au présentiel et on croit beaucoup, et après 2 ans de Covid, on y croit de plus en plus, on a besoin aussi d'échanger des idées pendant les pauses, de connaître les gens, et c'est plus facile en présentiel, mais on ne veut pas se limiter aux gens qui pourraient avoir un intérêt entre Rabat et Casablanca, et puis pour tous les autres, ce serait un petit peu compliqué. Donc, à nouveau, on est en train d'expérimenter des systèmes qui permettent véritablement d'être à la fois totalement en ligne et totalement en présentiel. Ça demande totalement en ligne une discipline un peu plus grande, forcément, parce que à partir chaque module et chaque jour, vous pouvez ensuite aller regarder les vidéos. Donc, il y aura du direct, mais on a accès à toutes les vidéos. Et ceux qui seront en présentiel pourront aussi revoir les propres vidéos des cours où ils étaient, s'il y a des éléments qu'ils veulent répéter, qu'ils n'ont pas compris. Donc, on essaie d'être le plus libre possible par rapport à ça et de permettre justement au plus grand nombre de participer à cette expérience et de faire en sorte que à la fin, lorsque l'on sanctionne par le diplôme de master exécutif de l'université Mohamed VI Polytechnique, eh bien, on a des gens qui véritablement ont
une compréhension de ce qu'est la Smart City et doivent être capables de faire des choix, de développer des projets de Smart City ou de faire des choix technologiques, des choix politiques, des choix intellectuels par rapport aux sujets qu'ils sont en train de traiter localement dans leur pays ou dans leur ville. Donc ça, c'est extrêmement important. On n'est pas sur des questions, je rassure, parce que c'est la première question qu'on pose en général. Quand on a un informaticien, lui, il est très content. Plus c'est compliqué, mieux c'est. Il n'y aura pas, il n'y a pas de module où on demande des compétences en ingénierie qui seraient très spécifiques et où il faudrait notamment savoir faire du code ou des choses comme ça. Il n'y a pas cette c'est pas du tout à ce niveau-là que ça se situe, c'est véritablement dans la compréhension de ça. Et donc, même si certaines fois, et en fonction on adaptera aussi en fonction des gens qui suivent, voilà, on va pas vous demander de développer des algorithmes. Par contre, on va demander de comprendre ce qu'est un algorithme et comment est-ce qu'on l'utilise et à quoi ça sert. Ça, c'est une petite distinction que je voulais faire. Je vois que j'avais 30 minutes, j'ai déjà débordé, donc je parle beaucoup trop. Et je m'arrête là, je ne sais pas, et je redonne la parole à ma collègue que je vois à Merci l'écran. beaucoup, Monsieur Jérôme, pour votre intervention qui est vraiment judicieuse et très appréciée. Merci pour ce partage riche. Donc, avant d'achever ce webinaire, on passe maintenant aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, comme ça on fera le tour. On a déjà deux questions. On débute par la première, c'est de la part de Monsieur Diaby. Et question sur bonjour, ceux qui suivent en ligne peuvent passer l'examen. Ceux qui suivent le master en ligne, est-ce qu'ils peuvent passer l'examen? Oui, À vous la alors parole, Maxime. oui, alors je pense Oui, qu'effectivement, c'était peut-être j'ai répondu sans avoir la question est venue un d'accord. petit peu avant. Il y a juste la seule chose, c'est qu'il y a une visite, un cas d'étude qui est au Maroc, qui est indispensable. Donc, ça veut dire que on doit aussi nous assurer de voir les participants au moins une fois. Tout le reste sera fait en ligne, y compris le travail de diplôme, y compris le jury final qui se fait très bien en ligne. Par contre, sur l'ensemble de l'année et des modules, il y a une semaine obligatoire en présentiel. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. On a une deuxième question de la part de Madame Samia. Quelle est votre principale cible pour ce master? C'est-à-dire les profils qui peuvent postuler à ce master. Alors, on est assez large. Je dirais que tout master, c'est toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à ces questions-là et qui sont les bienvenus. Bien sûr, c'est un master exécutif, donc il y a un préalable qui est un diplôme universitaire. Mais pour moi, c'est véritablement les gens qui doivent, dans leur métier de tous les jours, véritablement commencer à prendre des décisions là-dessus ou qui sont gestionnaires ou qui travaillent sur ces questions urbaines et qui sentent à un moment donné qu'il y a un certain nombre de choses qui les dépassent totalement ou qui vont ailleurs parce que on ne maîtrise pas tous les concepts qu'il y a là derrière. Donc voilà, on peut avoir des gens des administrations, on peut avoir des gens des villes, on peut avoir également des politiques, hein, il y a aussi souvent, donc c'est pas euh, la cible, je dirais, est toute personne qui joue un rôle dans la prise de décision et le développement dans le développement urbain, dans la gestion urbaine, dans la prise de décision liée au développement et la gestion urbaine. Donc, pour moi, c'est ça un petit peu la cible. Après, j'espère, et c'est beaucoup plus riche, s'il y a un politique qui veut suivre, s'il y a un gouverneur qui veut venir d'un pays qui suit, à chaque fois, moi j'ai eu la chance de donner des cours aussi en Suisse où on avait des gens qui étaient des parlementaires qui venaient. Pourquoi? Parce que eux, ils voulaient comprendre ce qu'ils étaient en train de faire et voilà. Donc, il y avait un parlementaire qui venait pour se former en urbanisme. Voilà. Donc, ça peut véritablement être
je dirais, un petit peu, on peut être assez large. Bien sûr, il faut qu'il y ait un intérêt commun et un travail commun. Si quelqu'un est gestionnaire d'une quelque chose dans le domaine rural ou d'une mine d'uranium et qui veut véritablement se former, il faut quand même, ce sera un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que il faut quand même qu'il y ait un langage commun. Et donc, ça veut dire qu'on est quand même obligé d'avoir des gens qui sont d'accord d'avoir ce langage commun, qui comprennent un peu ce qu'est la gestion urbaine, la gouvernance. Si tous les termes que j'ai donnés aujourd'hui dans le webinaire vous semblent totalement inconnus, alors peut-être que ce n'est pas pour vous. Si maintenant vous êtes à l'aise avec un certain nombre de ces concepts, eh bien, c'est que vous êtes totalement bienvenu dans cette formation. Alors, l'inscription, je vois qu'il y a la question des inscriptions, du coup. Alors, ça, je crois qu'il y a un petit lien, et ça, c'est après directement à voir avec les services. Moi, je n'ai pas encore tous les éléments parce qu'on a encore des petits réglages à faire. L'inscription se fait aussi en ligne. Peut-être que dans le chat, on peut remettre juste le lien avec le site web qui permet de s'inscrire, qui permet de poser les questions. Et puis, j'ai un petit doute sur le planning des cours, sur ce qu'on a finalement retenu. Est-ce que c'était une semaine par mois ou est-ce que c'était des... alors ça, je parle et j'espère qu'un de mes collègues peut venir à mon secours parce qu'on a fait beaucoup de discussions et là, j'ai plus en tête le planning effectif. Rida, oui, Stéphane, Jérôme, bonjour à tout le monde. Oui, merci. Oui, bonjour. Stéphane, bonjour. Oui, on était sur un planning des cours programmés sur une semaine par mois. Voilà. Une semaine par mois, donc du lundi au vendredi, et puis voilà, une semaine par mois. Et oui. En commençant, on espère bien le 13 février, la semaine du 13 février pour le... Donc, on n'a pas tous les mois, hein. On est sur 8 modules, donc 8 mois et une semaine. Pourquoi? Parce que pendant le ramadan, il n'y aura pas le module. Il y a des vacances aussi, il n'y a pas le module. Donc, voilà, sauf que ça fait des blocs qui permettent peut-être de se dégager plus facilement que quelque chose qui serait chaque vendredi. Donc voilà, on va expérimenter ça et on verra comment ce qu'on arrive à faire. Est-ce que englobe la formation en application pratique sur les questions de SIG? Alors on va pas, ce sera pas, il n'y a pas de cours pour véritablement savoir utiliser les SIG. On peut très bien et vous renvoyer parce qu'on aura une série de modules de MOOC qui permettent ça et il y a des très bons cours, notamment de mes collègues qui pourraient me permettre ça. Ce qui nous intéresse surtout dans ce cours, c'est s'assurer que vous compreniez à quoi ça sert et ce qu'on peut faire avec un SIG. Ce n'est pas forcément vous qui allez le faire. On aura des gens qui auront des niveaux extrêmement différents par rapport à ces questions de SIG. Donc, le but n'est pas d'amener tout le monde au même niveau, mais c'est véritablement de comprendre et de pouvoir vous amener à comprendre et même à designer finalement les besoins ou les projets. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, je regarde. Bonjour. Oui, les liens d'inscription. Donc, je vais enverrai le lien d'inscription sur le chat. Sinon, on a une autre question, c'est par rapport, est-ce que le cursus englobe la formation en application pratique des cycles, gestion des données, etc. Oui, alors c'est ce que j'étais en train de répondre. On ne va pas faire de la pratique véritable où tout le monde doit se mettre sur son SIG. Alors peut-être que on aura un ou l'autre module où effectivement on peut faire des exercices, mais ça restera assez basique. Pourquoi? Parce que on sera à des niveaux différents. Donc si la personne qui pose la question, si elle maîtrise déjà les bases du SIG, elle va avoir une frustration par rapport à ça.
Si elle ne maîtrise pas du tout, eh bien, on aura quelques exercices introductifs pour que les gens puissent commencer aussi eux-mêmes à utiliser les SIG, mais ça restera quelque chose d'assez sommaire. Et le but pour nous, véritablement, c'est de comprendre à travers ces exercices comment c'est construit. Ça, c'est comment un SIG se construit, à quoi ça peut servir et quel type d'analyse on peut faire. On arrive assez rapidement à faire des choses, mais si vous avez déjà un minimum de niveau, vous aurez une petite frustration si vous voulez développer véritablement vos compétences en SIG. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Gérard, pour votre réponse. On a une autre question, c'est de la part de Monsieur Diaby. Pour quelqu'un qui n'est pas du domaine et qui souhaite s'orienter, voire entreprendre dans le domaine de l'urbanisme en Afrique, est-il possible de suivre cette formation? Je suis en pleine reconversion, donc je n'ai pas encore le niveau Bac plus 3. Alors, il y a diverses réponses. Je pense que il y a la première réponse qui est la réponse légale, c'est qu'on a des prérogatives comme tout master exécutif. Donc là, je les ai pas en tête, mais il faut un diplôme universitaire. Et puis, pour les gens qui ne sont pas du tout du domaine, eh bien, c'est sur dossier. Il faut qu'on voit qu'il y ait quand même, si vous êtes boulanger et que vous voulez faire de l'urbanisme, ce n'est pas la bonne formation. Je caricature expressément, mais le but, c'est de prendre des gens qui sont quand même de près ou de loin sur ces questions-là pour les amener beaucoup plus haut. Si on a des gens qui sont d'un domaine totalement autre et qui, eux, veulent se reconvertir dans ce domaine-là, eh bien, c'est sur dossier qu'on choisira. Il y aura sans doute un entretien avec les gens pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a là derrière et si c'est utile. Et ce nombre de places sera restreint par rapport aux autres. Ça, c'est assez très clair. Et donc, voilà, quand on fait un diplôme, il y a des besoins. Vous devez avoir tel ou tel diplôme préalable pour pouvoir rentrer. Et donc ça, c'est non négociable. Hein. Si vous n'avez pas encore le diplôme universitaire, il n'y a pas de possibilité d'accéder, même sur dérogation, malheureusement. Bon, ce n'est pas moi qui fais les règlements des universités, mais ça permet aussi de finalement faire des choix, puisqu'après, on ne sait jamais finalement pourquoi lui et pas lui. Et voilà, il y a des règles, elles sont parfois utiles pour pouvoir faire des choix. Et puis, je ne mets pas en cause ces règles-là, mais elles existent. Donc, je vous renvoie, Monsieur Diaby, au lien qui vient d'être mis en place pour que vous puissiez regarder si véritablement vous entrez dans la catégorie qui peut s'inscrire ou pas. Samia demande si le corps professoral est à 100% UM6P ou bien EPFL aussi. Bien sûr, EPFL aussi, et des invités qui viendront d'ailleurs aussi, et notamment d'Afrique subsaharienne. L'idée n'est pas... Alors, il y a une grande capacité à l'UM6P en intelligence artificielle, pour ceux qui connaissent un peu, sur les questions technologiques de Smart City. Et bien sûr, on aura chaque module est donné par un spécialiste de la question. Donc, quand le spécialiste est à l'UM6P, c'est l'UM6P. Quand le spécialiste est à l'EPFL, on le prend à l'EPFL. Quand il est à Cape Town University, on le prend à Cape Town University. Le but, c'est d'avoir des gens qui sont spécialistes de ce qu'ils racontent et pas juste parce qu'ils sont dans telle et telle université, on va les prendre. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est très attentif à ce que les gens aient une compréhension du contexte dans lequel cette formation se déroule. Est-ce qu'il y avait d'autres questions encore? Pour l'instant, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, comme ça on fera le tour. Nous sommes là pour répondre à l'ensemble de vos questions, de vos interrogations.
Sinon, moi-même, j'ai une question, si vous me le permettez. C'est par Ah, rapport, est-ce qu'il y aura des évaluations à la fin de chaque module, des projets à rendre ou des projets pratiques ou bien des évaluations qui sont purement théoriques ou quoi exactement? alors, il y aura Jérôme, tout au long. Oui, allô? oui, oui, vas-y, Voilà, Stéphane. je voulais compléter par rapport aux intervenants. On a aussi des Oui, intervenants qui sont spécialistes, qui travaillent sur l'urbanisme en Afrique et qui peuvent venir des universités comme la Sorbonne. Donc, on a par exemple le professeur Kristalina Ingalina, qui est chaire du département d'urbanisme à l'université de Sorbonne et qui est très intéressé d'intervenir dans ce master, éventuellement sur les questions de qualité de vie et d'attractivité territoriale. Voilà, donc elle sera parmi nous. Donc, on aura comme ça des profils assez diversifiés avec un bon staff d'intervenants pour ce master. Donc, il ne faut pas hésiter sur ce point-là. je pense que c'est important le rappel. C'est de dire vraiment, c'est les gens qui sont les spécialistes dans leur domaine qui sont invités à venir avec quand même une volonté de cohérence. Hein. Vous savez que c'est pas parce qu'on réunit les 10 meilleurs joueurs de football qu'on a la meilleure équipe de football. Euh, et donc, on essaie de jouer, effectivement, d'avoir une cohérence dans le propos qu'on va développer. Et ça, c'est extrêmement important. Pour réagir sur la question, effectivement, il y aura un suivi pour s'assurer que les gens, alors ce sera, c'est pas des examens mais des petits travaux, des petites choses à rendre par module qu'on peut faire d'un module à l'autre, parce qu'on on donne un diplôme à la fin et de nouveau, il y a des prérogatives, il y a des règles à suivre quand on donne des diplômes et donc il y a le suivi en cours de route. Donc, ce n'est pas sanctionné par des examens. Par contre, il y a un suivi continu. Il y a une présence, alors je n'ai pas en tête non plus, mais il y aura un règlement très précis là-dessus. Si vous n'êtes pas présent, il faut suivre en ligne, mais il n'y a pas de possibilité de télécharger les vidéos, de ne pas suivre et d'avoir le diplôme à la fin. Ça, c'est très clair. Ça reste une formation universitaire. Ça demande un petit peu de sueur. Ça, c'est très, très clair aussi. Ça demande un vrai investissement à la fois économique, à la fois en temps, à la fois intellectuel aussi. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une information qu'on donne, c'est une vraie formation qui dure une année, qui demande des sacrifices, qui demande la sueur, mais qui est sanctionnée à la fin par un diplôme et qui permet de justifier d'une connaissance dans le domaine des stratégies de mise en place des smart cities. Donc, voilà, c'est pas. Et là, alors normalement, je vais faire le très mauvais vendeur parce que normalement on dit pas ce genre de choses mais on peut pas venir en dilettante, juste suivre un petit peu et voilà, ça demande un vrai travail. Et donc on va sans avoir encore pour l'instant déterminé exactement tous les exercices qu'on demandera, mais il y a un contrôle continu pour s'assurer, et ça c'est normal aussi, que, alors on va voir les gens en présentiel, c'est facile, mais que les gens qui étaient en ligne, que monsieur Untel de Yamoussoukro, à la fin, ce soit vraiment lui qui a fait les modules et qui a compris et qui, du coup, a droit à son diplôme. Et là aussi, hein, c'est pas de nouveau, ça demande un vrai investissement et en principe, c'est ça qui est bien et nous on le voit aussi parce que j'ai la chance de diriger à l'EPFL un master en urbanisme aussi avec un collègue de Genève et c'est des petites cohortes mais avec des gens extrêmement motivés et donc en principe forcément dès qu'il y a des exercices tout de suite les gens se mettent ensemble, commencent à travailler ensemble, même à distance on a réussi à faire des choses absolument incroyables, des travaux qui étaient faits à distance où les gens se connectaient et tout. Donc ça, j'ai pas de souci. En principe, quand on s'inscrit
et qu'on fait, entre guillemets, le sacrifice de son temps et de l'argent qui va avec, on a des gens extrêmement motivés. Donc ça, c'est vraiment une chance pour l'enseignant, ça c'est très clair. C'est que celui qui veut faire du tourisme et qui pense avoir un diplôme à la fin pour son année de tourisme, c'est pas chez nous. Donc on aura là derrière que des gens extrêmement motivés. Et c'est ce qui donne aussi la plus-value, c'est qu'on a des professionnels qui sont motivés, qui ont leur propre réseau et à qui on peut commencer à échanger et tout. Et chacun, véritablement, peut-être il y en a un qui vient ou une qui vient des services techniques de je ne sais quelle ville au Maroc et qui échange avec quelqu'un qui est à l'agence urbaine, quelqu'un qui ceci, quelqu'un. Et c'est ces échanges-là aussi qui nous semblent extrêmement importants et qu'on aimerait riches. D'accord, Est-ce merci que beaucoup pour ce partage riche, pour ces éclaircissements. On a déjà une question sur le chat. C'est par oui, rapport au choix du marketing des smart cities et non pas marketing territorial. je ne sais pas si je suis sûr de comprendre la question. Je C'était un pense, choix smart. Bah, après, c'est des choix de vocabulaire. Bien sûr, on est sur des territoires. Donc, l'idée derrière Smart City, euh, c'est que c'est des choses qui sont communément admises, c'est du terme. Ah, on pourrait avoir les smart territories, mais on peut faire toutes ces nuances et tout. Pour nous, on dit, OK, on est sur des smart cities. Il existe effectivement un marketing là derrière qui doit être un petit peu, je pense, qu'on doit faire clairement évoluer, qui n'est pas très juste par rapport à ce qu'on pourrait faire. Mais bien sûr, on est sur des territoires, on prend Smart City parce que, comme terme générique, tout le monde comprend bien. Si vous êtes dans une région au Maroc, il y a sans doute la ville, mais on va parler aussi bien évidemment des territoires qui supportent ces villes. On aura des exemples, on fera des allers-retours et quand on parlera notamment des questions de gouvernance, mais aussi des questions de données, très rapidement, on va se poser la question de la ville versus le territoire plus large. Et on sait véritablement que dans la plupart des situations, les données urbaines n'existent pas. C'est des données. C'est la wilaya, c'est la région, c'est le département, c'est le canton si vous êtes en Suisse. Et il y a la commune, mais sans doute la commune, il y a une commune et une deuxième commune et une communauté rurale à côté. Donc, l'agrégation même de l'agglomération ou de la smart city telle qu'on l'entend, souvent ça n'existe pas. Donc, on est toujours en train de faire des allers-retours entre la région, entre le département, entre le canton et la ville elle-même. Et vous verrez ce qui est assez intéressant quand on commence à utiliser des données un petit peu moins classiques que les recensements habituels, mais des données numériques, eh bien, ces barrières-là, finalement, elles font plus beaucoup de sens. Si je prends la téléphonie mobile, savoir si je suis dans la région ou pas, eh bien, c'est qu'on a finalement l'agglomération qui se dessine elle-même par les flux de téléphonie mobile. Et donc, ça permet aussi de réfléchir au découpage administratif, en tout cas, de comprendre à quel niveau on se situe. Mais une chose est sûre, c'est que ce sera des allers-retours entre des territoires plus vastes et des villes. On va parler d'autres types d'expériences aussi. On va parler des flux, finalement, qui sont entre le territoire rural et la ville. Quand on parle d'énergie, quand on parle de terres rares pour les écrans, forcément, ce n'est pas dans les mines du centre-ville qu'on va les trouver. Donc, on va faire ces questions territoriales, elles sont sous-jacentes, elles sont là et on les discute à chaque fois. Sauf que Smart City était quand même beaucoup plus vendeur et beaucoup plus simple à communiquer que Smart Territories ou je ne sais quel autre concept
qui pourrait tout à fait justifier, mais qui est peut-être un peu plus flou dans la tête des gens que Smart City. D'accord, merci beaucoup. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. On a une dernière question, je pense. Est-ce qu'il existe le signe des Smart Cities? Est-ce qu'il Est-ce qu'il existe? existe? Ah oui, 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 alors c'est ce que j'étais en train d'essayer oui, de effectivement. répondre et que je pense qu'effectivement, alors il y a, je ne sais plus, c'est dans le module 7, je crois, qu'on parle de ces questions marketing. Effectivement, et c'est fondamental aujourd'hui de se positionner. Vous voyez, hein, je crois qu'il y a un participant qui a parlé d'Aston, qui est un réseau de Smart City. Des réseaux existent. Chaque projet de Smart City, quel qu'il soit, en principe, le gouvernement qui le porte communique là derrière. Donc, il y a un fort enjeu là derrière. Et là aussi, on va pas. Nous, le but, c'est de décrypter, de comprendre les tenants et aboutissants de ces choses-là. Euh, et donc, effectivement, tout ce qui est marketing urbain, comment je me vends, comment je me positionne, même est-ce que j'utilise finalement la smartness pour me positionner au niveau international ou au niveau local, au niveau national, toutes ces questions-là, elles seront bien sûr traitées. Certaines fois, finalement, c'est le même jeu euh, que la ville, entre guillemets, classique. Et ce qui nous intéressera, nous aussi, de comprendre, c'est est-ce qu'il y a une spécificité sur la Smart City ou est-ce que finalement, on vend du smart comme on peut vendre de la culture, comme on peut vendre je ne sais pas, de l'environnement ou du transport ou de la gestion des déchets, ce genre de choses. Voilà. Et donc, on interrogera véritablement, mais une chose est sûre, c'est que il y a un fort potentiel publicitaire derrière ces notions de Smart City et derrière ces projets qui montrent que tel ou tel pays est à la pointe de la technologie. Et là aussi, est-ce que c'est la bonne entrée ou pas? Ça, c'est ce qu'on discutera. Est-ce que finalement, on doit vendre de la technologie derrière ces Smart Cities ou est-ce qu'on doit vendre du cadre de vie? La question est posée et on aura une année pour y répondre. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jérôme. On a encore une question. C'est de la part de Monsieur Amri. La Smart City pour les villes, un outil ou un objectif? C'est un outil ou bien un objectif? Bon, c'est définitivement, ça dépend ce qu'on met derrière Smart. Si le Smart est l'amélioration d'un cadre de vie, ça peut être un objectif. Si le Smart est juste mise en place de technologie, j'ai pas du tout, euh, je vois pas du tout ça comme un objectif. Voilà, c'est dire, OK, on a un vieux système, on veut juste numériser. Comme je le disais tout à l'heure, toute la question de la digitalisation, c'est pas, pour moi, en tout cas, c'est pas un objectif en soi. Par contre, ça peut être un outil, et ça devrait être un outil pour amener des résultats plus efficaces, plus probants, un cadre de vie meilleur. Voilà. Donc, l'objectif serait non pas la mise en place d'une smart city, mais la mise en place d'un cadre de vie meilleur. Et si ça passe par la technologie, voilà, c'est ce qu'on va expérimenter. Il y a là derrière aussi la question du low-tech, du high-tech, ce genre de choses. Il y a la question de l'utilisation de l'énergie aussi. Donc je pense qu'il faut, de mon point de vue, ça reste clairement un outil pour atteindre d'autres objectifs. En soi, la technologie pour la technologie, si elle ne sert à rien, eh bien, je ne vois pas tellement à quoi ça pourrait servir et surtout la mettre en place dans des villes pour on ne sait pas trop quoi. Donc, en tant que tel, ça ne peut pas être un objectif.
D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur l'ensemble des questions. N'hésitez pas, bien sûr, à revenir vers nous si jamais vous avez d'autres questions. Vous disposez de notre adresse mail et ainsi de notre page LinkedIn. Nous sommes toujours à votre disposition. Et merci d'avoir assisté à ce webinaire jusqu'à la fin. J'espère que ça a été enrichissant et très intéressant pour vous. Je remercie vivement Monsieur Diran Chénal pour ce partage riche en informations autour de ce programme de formation. Et je tiens à vous informer que nous allons publier ce webinaire sur notre page LinkedIn et ainsi sur notre page YouTube. Comme ça, pour ceux qui ont raté une partie ou la totalité de ce webinaire, peuvent le consulter par la suite. Et je pense c'est tout. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, Monsieur Diran. Un grand merci et bon retour à vous tous. Merci à tous les participants. Merci à vous. Au Bonne fin revoir. de journée. Au revoir. Merci beaucoup, Kao. Merci. Merci à vous, Jérôme, Stéphane. merci beaucoup. Merci à vous Je également pense que pour c'était votre très bien. partage. Merci. Oui, Oui, merci. effectivement. Voilà, belle Merci. soirée à vous. Belle soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.